Donc nous allons pouvoir aborder maintenant les hacheurs réversibles et on va commencer par le hacheur réversible en courant. Ce hacheur, donc ce convertisseur là, ici, qui est toujours un convertisseur DC-DC, donc permet de connecter une source de tension en entrée avec une source de courant en sortie, la source de courant représentant la charge. Vous vous retrouvez avec deux interrupteurs K1 et K2. Ces interrupteurs ne peuvent pas être fermés en même temps, car sinon on aurait un court-circuit de la source d'entrée. K et K2 sont donc inverses, donc leur état est complémentaire. On voit sur les cadrans de fonctionnement que le convertisseur permet d'inverser le courant dans le moteur, donc le couple. Et par contre, on voit que la tension U ne va pas être inversée, donc la vitesse du moteur sera toujours positive. Ici, on retrouve une structure, exemple, qui peut être utilisée avec nos deux interrupteurs, donc ici K1 et K2. On s'aperçoit que ces deux interrupteurs sont bidirectionnels, ils peuvent être commandés dans un sens et spontanément la diode peut devenir passante dans l'autre sens. Donc c'est ce phénomène-là qui sera mis en œuvre pour autoriser la réversibilité du convertisseur. On se retrouve avec notre source de courant au niveau du récepteur, c'est bien le moteur avec en série la bobine, l'inductance de lissage qui permet de dire que ce récepteur est une source de courant. Au niveau des cadrans de fonctionnement, il suffit de fermer le T1 par exemple, de rendre passant T1. Donc le courant va être acheminé à la charge à partir de la source. Donc ici, on peut commander simultanément, de manière, pas simultanée, mais de manière complémentaire, justement T1 et T2, pour fournir à la charge une tension soit U qui sera égale à VE, dans le cas où T1 est passant, soit 0, donc dans le cas où T2 ici est passant. Donc pour ce qui est de la réversibilité, donc on le voit à droite, pour que le courant puisse s'inverser, il va falloir en fait cette diode antiparallèle, la diode de structure du transistor IGBT, qui existe en interne, et qui prendra le relais lorsque le courant va s'inverser dans le moteur, par exemple. Et ici, on voit bien qu'elle va devenir passante. Alors imaginez que T1 se bloque. Quel est le seul moyen pour que le courant atteigne la source VE? Eh bien, c'est de traverser D1 de cette manière et de revenir par ici de cette manière. Et dans ce cas-là, le courant s'inverse et vous avez un couple négatif au niveau du moteur. Pour ce qui est du hacheur réversible en tension, vous avez une structure avec 4 interrupteurs. Donc il faut pouvoir inverser la tension aux bornes de cette charge. La structure du pont H, on l'a déjà vu. Par contre, la commande ne sera pas identique. Là, on voit bien que K1, alors pour avoir une tension par exemple positive ici, il faudra que K1 et K4 soient fermés. Et pour avoir une tension U négative, il faudra que K3 et K2 soient fermés. Donc ça, c'est pour la tension. Autre chose, ici, il faut respecter des conditions sur l'état des interrupteurs. Si on ne veut pas avoir la source VE en court-circuit, K1 et K2 ne doivent pas être fermés en même temps. De même, K3 et K4 ne pourront pas être fermés de manière simultanée. Il en vient directement la condition K1 égale K2 bar et K3 égale K4 bar. On retrouve les chronogrammes. Donc ici, nous avons le hacheur réversible en tension. Ça veut dire que pendant un certain temps, c'est-à-dire pendant l'intervalle 0 alpha t, vous aurez VE aux bornes de la charge. Et la technique, c'est de commander, de permettre
donc l'apparition d'une tension négative pendant l'autre intervalle de temps, alpha t et t. Donc on se retrouvera avec moins VE aux bornes de la charge. Et si on fait ça de manière répétée, on va retrouver le même cycle tout le temps. Ce qui va se passer, c'est que globalement, on aura une tension moyenne qui va apparaître aux bornes de la charge, qui sera égale à 2 alpha moins 1 VE. Alors on va redémontrer cette relation, mais ici, qu'est-ce que ça veut dire si on a une relation comme ça? C'est que on va pouvoir dire que lorsque alpha est supérieur à 1,5, eh bien on s'aperçoit que vous avez une tension moyenne aux bornes de la charge qui est supérieure à 0. Si vous voulez une tension moyenne aux bornes de la charge qui est inférieure à 0, eh bien, qui est négative, eh bien il faudra fixer le rapport cyclique du signal de commande à une valeur inférieure à 1,5. Donc après sur le chronogramme, on retrouve les différents états des commutateurs comme on l'a évoqué tout à l'heure. Alors je reviens maintenant sur justement la démonstration de la relation, donc ici, qui nous donne U moyen qui est égal à 2 alpha moins 1 VE. Donc on va redémontrer cette relation, vous allez voir c'est très simple. Ce qu'on a vu sur les chronogrammes, c'était que la tension donc aux bornes de la charge allait osciller au rythme du signal de commande entre donc VE et moins VE, avec le rapport cyclique qui est égal à alpha, et donc ça à l'infini. Pour calculer la valeur moyenne, eh bien on revient à la relation que vous connaissez déjà, donc 1 sur t intégrale de 0 à t du signal U de t dt. Donc on va pouvoir diviser l'intégrale en deux parties, puisque ici ça reviendra à faire l'air sous la courbe de cette partie et de cette partie. Donc on peut écrire la relation de cette manière-là. Donc entre 0 et alpha t, on sait que le signal prendra la valeur VE dt. Et entre alpha t et t, le signal prendra la valeur négative moins VE. Donc maintenant, il suffit d'intégrer sur justement ces deux intervalles. Donc qu'est-ce que j'intègre? Alors, une constante. Donc je me retrouve avec la primitive qui est égale à VE de t, VE fois t, entre 0 et alpha t, plus donc l'autre partie du signal, donc avec la primitive de moins VE fois t, la primitive de VE, entre alpha t et t. Donc ça, si j'applique, je vais me retrouver avec mon 1 sur t de VE fois alpha t plus 1 sur t de moins VE, donc borne supérieure fois t, moins VE, donc plus VE alpha t. Et ici, bien sûr, il y a des simplifications qui vont s'opérer tout de suite. Et on voit apparaître deux fois le terme VE alpha. Donc ici, ça sera égal à 2 fois VE alpha moins VE. Donc, je mets en facteur VE et je vais retrouver la relation qui est donnée au tout début. Donc 2 alpha moins 1 facteur de VE. Voilà la relation qui nous donne la valeur moyenne du signal aux bornes de la charge. Alors ici je retrouve justement les différents graphes de fonctionnement des interrupteurs qui sont utilisés ici, donc diode, MOSFET ou IGBT, et la structure finale du hacheur
Donc ici, vous avez le hacheur réversible en tension. Il n'est pas forcément réversible en courant. Donc on peut limiter la structure à celle-ci. Ici, K1 et K4 qui vont permettre de forcer la tension U à la valeur de VE. Donc quand je les ferme tous les deux, K1 et K4, ici je vais fournir VE à la charge. Donc U sera égal à VE. Sinon, si jamais K1 et K4 sont fermés, le courant donc devra exister de toute façon. Et ici, on s'aperçoit que le chemin que va trouver le courant passera par la diode K3, donc qui va commuter de manière spontanée. Et ce courant sera amené à la source VE et renvoyé par K2. Et là, ici, on aura le chemin du courant qui sera celui-là, qui suivra K2 et K3. Et qui permet d'avoir une tension U qui sera égale à l'inverse de la tension VE. Ce hacheur est donc le réversible en tension, mais par contre, il n'est pas réversible en courant. Ici, le courant ne s'est pas inversé dans la charge. Donc on retrouve le graphe de fonctionnement qui correspond à ce type de hacheur.